Conférence du 27 avril 2024 du mouvement Togo souverain. Le voilà. Le voilà. Bon. Soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Merci. Konyongi. Merci. Ah, c'est parfait. Bon. Donc, là, je vois que j'ai à ma droite notre aîné Kofi Yamyan. Oui. OK. Tout juste en dessous, j'ai donc le président Dovi Caius Sauter. Oui. Ensuite, à Ok. droite, Oui. nous avons le prophète. Le prophète à gauche, en bas. En bas, Oui. et à gauche, le prophète Esaïe, Dekpo, c'est ça, hein? Oui. Oui, d'accord. D'accord. Dekpo, très bien. Et donc, et en dernier, nous avons notre frère Kofi Gada, c'est ça? Foli Gada Ekwe. On l'a perdu. Il n'est pas là. Il est là. Ah, c'est lui? Non? C'est lui qui est en bas à droite? Oui, oui, tout en bas et à droite. D'accord. OK. Effectivement, je voulais dire que nous sommes vraiment honorés d'accueillir aujourd'hui 4 personnalités éminentes de la société togolaise qui débattent de sujets d'une importance capitale pour notre nation. Vos expertises et vos perspectives éclairées enrichiront notre compréhension des défis anciens et actuels qui façonnent notre vie au Togo. Tout d'abord, permettez-moi de présenter le professeur Foli Gada, enseignant à l'université donc de Lomé et à l'ENA, École nationale d'administration. Son expertise académique et sa connaissance profonde des enjeux politiques et sociaux togolais apporteront un éclairage précieux sur le thème concernant l'indépendance, liberté au Togo et défis, que ce soit anciens ou actuels. Donc, c'est Kofi, c'est donc notre frère Fouki Gada. Nous avons notre aîné, Monsieur Kofi Yamyan, ancien ministre sous François Mitterrand en France, ancien présidentielle togolaise, je pense 2005 et 2010, élu régional et ingénieur d'électricité. Sa riche expérience et sa vision totale des affaires publiques seront essentielles pour aborder des sujets délicats concernant le régime et à des effets. Donc, leur bilan et l'attente, ce qu'on peut attendre. Nous avons le prophète Kokou, le prophète Esaïe Kokou Dekpo, figure emblématique détentrice de valeurs spirituelles et donc grand citoyen de l'État respecté. Monsieur Dovi Caius Sauter, qui n'est plus à présenter. C'est perdre son temps. Aller voter dans ces conditions, c'est perdre son temps. Deuxième chose, tenter de lancer un dialogue avec le régime togolais, c'est perdre son temps. Il y a eu 26 dialogues intertogolais. 26, vous m'entendez? J'y ai participé à quelques-uns, pas à tous. L'APG, l'accord politique global à Ouagadougou, j'y étais. Blaise Compaoré m'a appelé. Je suis parti d'ici pour aller à Ouaga. J'ai assisté à ce dialogue. Ils étaient tous là. Tous les opposants étaient là. Ils ont tous défilé dans ma chambre le soir où on a fini de signer l'accord. Et tous les responsables sont venus me voir pour me dire, Kofi, il faut que tu te débrouilles pour que ce soit moi le Premier ministre. À Boïbor, il faut que ce soit moi le Premier ministre. À Boyomé, il faut que ce soit moi le Premier ministre. Fabre, il faut que ce soit moi le Premier ministre.
Olympio n'était pas venu lui-même, mais il avait envoyé un dont je ne me souviens pas le nom, qui était son beau-frère. Hein. Lui aussi, il voulait être Premier ministre. Il n'y avait que ça qui les intéressait. Et je leur avais dit, mes frères, vous savez, nous sommes partis pour échouer. Donc ça ne sert à rien de continuer. Moi, je rentre en France. J'ai repris l'avion, je suis parti. Les dialogues, ça ne sert à rien. Moi, je suis venu, je suis ici, je suis allé chercher des gens qui ont dirigé beaucoup de dialogues en France, qui connaissent par cœur cette affaire-là. Je les ai amenés au Togo. Ils ont tenté. J'étais là. On n'a jamais réussi. Le RPT signe des accords, ne les respecte pas. Ils s'en foutent. Si vous ripostez, je vous tire dessus. Voilà. Donc, je vous dis tout net, chercher à installer un dialogue avec le régime togolais, c'est peine perdue. On l'a vu déjà 26 fois. En tout cas, c'est bien ce que vous faites. Le courage de faire un 27e dialogue, pourquoi pas. Mais vous verrez, je vous l'annonce, les résultats sont connus. Il n'y aura aucune avancée. Ils ne respectent aucune parole. Ils ne respectent pas. Voilà. Ce que je voulais vous dire pour démarrer et dire que nous, ce que nous souhaitons, c'est vraiment que le peuple se lève en un bloc, un seul bloc, au nom de l'intérêt général bien compris, et qu'il chasse. On n'a pas d'autre solution. Qu'il chasse ce pouvoir. Et je ne vous parle même pas comment on appelle ça, de la corruption, de tous les scandales qu'on peut énumérer, l'interdiction de l'action syndicale, le licenciement abusif des enseignants, l'emprisonnement des enseignants, des opposants, je ne sais pas quoi encore, hein, l'interdiction de relayer l'info de détournement. Vous vous rappelez, hein, le détournement, on n'a pas le droit d'en parler. Les journalistes qui ont tenté, ils sont tous fuis, hein. Ils sont à l'étranger. Voilà. Ils multiplient les postes de péage sur les routes. Mais un péage, comme son nom l'indique, c'est quoi? C'est pour payer le service rendu. Vous avez vu la tête des routes pour lesquelles ils font payer les Togolais? Il n'y a aucun service rendu. Ils font payer quoi? Ceux qui sont là c'est des militaires. Ils prennent cette monnaie-là, ils la gardent pour eux. Ils rentrent le soir, ils vont voir leur général, ils disent voilà, aujourd'hui, voilà ce que j'ai récolté, 3 millions. Ben, on partage, et puis c'est tout. Ça se passe comme ça. Ils vivent sur la bête. Il faut mettre fin à ça. Il n'y a pas d'autre solution que le soulèvement général. Je m'en tiens là. Merci beaucoup à notre aîné Kofi Yamyan pour cette intervention qui nous éclaire beaucoup sur une analyse globale de la situation qui arrive au peuple togolais. Et donc, si je comprends bien, la seule solution aujourd'hui, c'est d'amener le peuple dans les rues et de façon générale et pendant le temps qu'il faut jusqu'à ce que ce régime craque. Mais j'aimerais poser une petite question, c'est que nous avons remarqué dans le passé qu'ils n'ont pas hésité à tirer à balles réelles et pendant des jours sur les populations togolaises. Et ils ont fait beaucoup de victimes. Jusqu'à ce jour, les Togolais n'ont pas encore essuyé leurs larmes. Et après, c'est des répressions, même ils poursuivent les gens dans leur maison. Donc, la communauté internationale et la CEDEAO ont toujours assisté à ces répressions sans rien dire. Est-ce que les Togolais aujourd'hui auront encore la force de sortir dans les rues? C'est la question que nous nous posons. Alors, c'est très clair, hein, je sais. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on fait une révolution, quand un peuple a faim de manger, soif de liberté,
Il n'y a rien qui doit l'arrêter. Nous sommes 8 millions. Ils ne vont pas tuer 8 millions de personnes. Ils ne sont que quelques-uns. Ils ne vont pas mettre 8 millions de Togolais en prison. Ils vont gouverner qui derrière? Le jour où ils comprendront que le peuple n'en peut plus et qu'il est dehors, il est dehors à Lomé, il est dehors à Aného, il est dehors à Tablibo, il est dehors à Takwame, il est dehors à Sinkasse, il est dehors à Bassara, à Sokodé, à Mango, à Kara, tout le monde est dehors. Je vous garantis qu'ils partiront en courant. C'est comme ça. Ok. Vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Je voudrais nous poser une allons question. passer la parole à notre professeur d'université, Monsieur Ekwe Gada, donc, qui aussi connaît bien la vie politique togolaise pour avoir été conseiller du président de l'UFC. Donc, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la situation actuelle de notre pays, le Togo, ce 27 avril, jour présumé d'indépendance de notre pays? Je vous écoute. La question qui m'est posée renvoie plutôt à une analyse d'historien que à une analyse de politique. Et nonobstant le fait que durant les 5 dernières années, j'ai été impliqué dans la vie politique directement de notre pays, notamment à travers le cabinet de M. Diouf, mais aussi à travers différents... Tout le monde entend bien. Écoute, est-ce que c'est bon l'écoute ou pas? Ou faut-il... C'est pas très fort. C'est pas très fort, d'accord. Non, on l'entend pas beaucoup. On l'entend pas bien. D'accord. Est-ce que ça va? Oui, là, c'est un peu mieux, oui. Est-ce que ça va? Oui. Oui. D'accord. Donc, c'est juste un problème de volume. C'est ça. D'accord. Oui, je disais que je vais rester plutôt historien, analyste historien, que dans une perspective politique, et pour fournir certains éléments de réflexion. C'est vrai, le modérateur l'a dit, nous avons été quand même impliqués dans la vie politique à un certain niveau les dernières années. Et c'est justement pour ça que je suis resté dans une approche très pacifique et une approche réformatrice de la vie politique de notre pays, évitant autant que possible tout fracas et toute déflagration. Ici, je voudrais attirer l'attention sur un fait. Lorsque nous explosons en colère et nous explosons en pour des situations pour lesquelles nous avons pleinement raison, nous pouvons brûler le pays, nous pouvons renverser les ordres établis, nous pouvons créer de nouveaux ordres, mais à travers le sang. Il y a une chose qui est vraie, lorsque on se tape dessus, on se fait la guerre, les morts vont mourir. À un moment donné, ceux qui resteront en vie, les vivants, vont reprendre le dialogue. Ils seront obligés de dialogue, ce qui restera des ravages de la colère. Du coup, le dialogue, même si nous en avons fait 26, 27, 50, le dialogue n'est pas une option. Le dialogue est une obligation de la construction de la vie sociale. Et nous sommes obligés de dialoguer. Le parti au pouvoir, qui est un rejeton du RPT et qui gouverne le pays depuis les années 60, est constitué des Togolais. Hier, c'était peut-être des Togolais d'une certaine classe ou d'une certaine appartenance nationale. Aujourd'hui, c'est des Togolais
de partout à cause de la centralisation de ce pouvoir à travers l'institutionnalisation du NIR. Donc, vous avez certainement des collègues, des amis, des frères qui travaillent au sein du parti au pouvoir, qui hier étaient des opposants classiques, et peut-être qu'ils n'étaient pas des opposants classiques, mais qui se sont mis au service de leur pays à travers l'occupation de fonctions qui les conduisent à travailler jour au jour le jour sur des questions techniques pour le pays. Et quand vous prenez, vous considérez tout ceci, vous dites, attention, lorsqu'il y a péril dans la demeure, les sages, comme l'a dit le doyen, les sages ont l'obligation d'appeler ceux qui peuvent entendre à un dialogue ou se parler. Mais le dialogue aussi a ses limites. Et avant que les limites du dialogue ne soient atteintes, il faut que le dialogue ait été essayé. Du coup, je crois, au point de vue politique, en la vertu du dialogue. Pour comprendre les motivations de l'autre, pour comprendre les objectifs de l'autre, et aussi pour mieux situer sa propre vision par rapport à l'ensemble, à l'évolution de l'ensemble des choses. Et alors, j'interroge ce soir les défis anciens et les défis actuels de notre pays. Et la fête de l'indépendance, nous ne fêtons pas plusieurs années, nous ne fêtons qu'une seule année, l'année 1960. On ne fête que la naissance. Et il n'existe qu'une seule naissance, que ce soit dans le champ de la biologie, que ce soit dans le champ social. Le Togo va naître une seule fois. Il est né le 27 avril 1960. Je cite là les paroles du plénipotentiaire français, George Spinelli, qui était présent cette nuit-là, du 26 au 27 avril à minuit, qui dans son discours l'a dit que le Togo naît à l'indépendance. On a une seule naissance. Et cette naissance, à la naissance de chaque entité, pays, société, personne humaine, il y a des paroles qui sont prononcées, des défis qui sont prononcés sur la finalité théologique de cette nation-là. Quels furent les défis? Quels furent les enjeux qui ont vu le Togo naître? Quels furent les idéaux que les pères de l'indépendance, les défis que les pères de l'indépendance s'étaient préfixés, n'est-ce pas, à relever dans la marche de ce nouveau pays qui a pris naissance le 27 avril 60. J'interroge d'abord ces défis et je les mets en relation avec leur actualisation, leur état actualisé aujourd'hui. D'abord, on notera que la naissance même du Togo, il faut le dire, fut possible grâce à la conjonction de beaucoup de controverses, de beaucoup de forces. Les Togolais de l'intérieur, je rappelle que le référendum du 27 avril 1958, excusez-moi, a écopé plus de 96% des votes au niveau national. Ce qui veut dire que même les partisans du PTP, les partisans du progrès ont voté pour la fin de la tutelle. Ce fut un mouvement national dans le sens général du terme. Et les cutistes, les cutards qui ont pris le pouvoir en 1960 vont, eux, prononcer des mots sur le futur de cette nation. Et je parle, le prophète Isaïe est là, peut-être qu'il reviendra là-dessus. Nous sommes au chapitre 21 du livre d'Isaïe, au verset 12. Et là, il est dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Deux fois. Et la sentinelle, qui est la personne qui veille et qui interroge les oracles pour l'avenir de ce pays, la sentinelle dit, dans la version biblique, la sentinelle dit, le jour vient, le matin vient, et la nuit aussi. Le jour vient, c'est-à-dire la lutte que vous avez menée est arrivée à son terme. C'est le jour. Vous avez l'émancipation de l'ONU, vous avez l'émancipation également de la puissance puisque c'est la France. Et donc, le jour vient. Et la nuit aussi. La nuit aussi.
Et le prophète continue de dire, interrogez, interrogez. Si vous voulez comprendre, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Mais lorsque Sylvanus Solenpio prononçait ces paroles, la vidéo existe. Il y a un très cher ami à nous tous ici, le professeur Pascal Adjamago, qui nous a d'ailleurs, il y a de cela quelques heures, a partagé encore la version en noir de cette vidéo sur plusieurs plateformes, où Sylvanus Solenpio répétait, il disait plutôt que le jour, que la nuit sera longue. Sylvanus Solenpio parle plutôt, il dit la nuit est longue, mais le jour vient. Ce qui est une inversion des termes de la prophétie biblique. Maintenant, le jour est venu et la nuit viendra. Mais vous avez vu, en 1963, toute la lutte que les pères de l'indépendance ont menée a connu une inversion de ces termes. 13 janvier 63, la liberté qui était le désir et que les indépendantistes et les Togolais, dans leur entièreté, avaient recherché, cette liberté a été confisquée à travers un système mis en place au Togo qui devait servir de nations étrangères. Je ne parle pas de la France, parce que indexer la France est une lecture très réductrice de la situation, puisque la France, en tant qu'État, était juste une interface pour les grandes monarchies européennes et les lobbies européens qui étaient derrière le système de dépredation des ressources africaines. Et nous le voyons aujourd'hui avec la décision du président Macron de faire sortir l'État français du système France-Afrique et de laisser les réseaux gérer le système France-africain. Ce sont les réseaux qui ont mis en place le système de néocolonialisme. Et donc, je n'indexe pas du tout la France ici. C'est un mouvement historique et pour lequel la France a juste été une interface. Bon, maintenant, ce système a été mis en place en 63. Et du coup, le Togo, et comme on l'a vu à partir du coup d'État du 13 janvier 67, le Togo est rentré dans un giron, un mouvement international puissant, pour lequel on devenait un bras de la politique étrangère française dans différents États de l'Afrique. Au Biafra, et c'est le Biafra d'ailleurs qui a déterminé le coup d'État du 13 janvier 67. Et je n'invente rien, je me réfère à nos archives, et notamment au témoignage de Jacques Faucard, qui explique, le livre existe, il est public, il explique que la décision de changer Gomis, qui il y a 2 ans, était déterminée par le projet français au Nigeria, de la sécession du Biafra au Nigeria. Il fallait un régime militaire au Togo pour permettre le déploiement du projet français au Nigeria. Et donc, on voit très bien que le Togo a été réorienté dans une autre forme de vie. Le Togo devenait finalement un État qui devait exécuter la politique étrangère d'un autre État. Or, c'était contre ça que les indépendantistes se sont battus. Et c'est ça, la nuit, que le verset dit. C'est de cette nuit que le verset parle. Le jour vient, mais la nuit aussi. Malheureusement, ce verset biblique qui est ressorti d'interrogation des oracles avant la cérémonie de cette nuit-là du 26 et du 28 avril. Malheureusement, ce verset n'a pas précisé la durée de la nuit qui vient. Mais comment donc cette nuit devait s'arrêter? Et le verset répond interroger. Interroger, interroger. Cela veut dire quoi? Les traditionalistes africains comprennent très bien. Allez demander aux oracles, interroger les oracles pour comprendre le sens de cette nuit qui va vous envelopper de façon subite. Vous allez interroger. Mais il continue de dire, convertissez-vous et revenez. Ce qui présuppose qu'il y a nécessairement un mouvement de conversion. Je ne parle pas en termes religieux, mouvement de conversion, de changement de mentalité, de changement de dynamique sociologique, de dynamique sociale dans notre pays, qui doit amener les Togolais à mettre fin à la nuit brutale
dans laquelle leur pays sera plongé. C'est pour cela que cette nuit ne connaît pas de fin et ne connaîtra pas de fin. Tant que les sages intelligents de notre nation, en responsabilité, ne s'asseyent et ne repensent exactement sur le mal que leur pays, que le Togo vit, ou le mal dont nous souffrons. Et donc, je rappelle un principe métaphysique que nous tous nous connaissons ici, qui dit qu'un préposé pour la mort au plan métaphysique trouvera toujours sur sa route un meurtrier qui le tuera. Ce n'est pas le meurtrier qui a créé cette mort. C'est la préposition métaphysique de la mort. Et donc, si le Togo est entré dans une nuit, on trouvera toujours des dirigeants qui refléteront dans leur gouvernance la parenthèse de nuit dans laquelle nous sommes. Je veux dire ici qu'aucune focalisation ne devrait être faite pour les réparateurs, les constructeurs que nous sommes tous ici, sur la famille nationale, ni le père ni le fils. Parce que eux-mêmes, étant enveloppés dans un tourbillon qui explique la nuit ou qui reflète la nuit que nous vivons, ne peuvent faire rien d'autre que d'implémenter avec leur politique publique, avec leurs conseils, le poids ou le dessein, le destin, la sentence de la nuit que notre pays vit. C'est pour cela que je reviens pour dire que le dialogue est fondamental. Le dialogue et la réflexion sont fondamentaux ici pour trouver le mal dont vit notre pays et pour ensemble arriver à le résoudre. Bien donc, les défis étaient ceux-là. Faire de ce pays un pays donc libre. Et vous allez remarquer que jusqu'au 27 avril 1960, le terme Ablodevio, désignait partisans du culte. Les partisans du culte. Mais la nuit du 27 avril 1960, Tivani Solenki a déclaré tous les Togolais, quel que soit le corps politique auquel on appartient, c'est-à-dire que l'indépendance fait de nous un peuple d'hommes libres. Tous les Togolais confondus. Ce n'est plus les partisans du culte qui sont les abréviés. Cette expression va changer d'acception. Et donc, nous sommes prédestinés. Je parlais de la naissance de l'enfant. Le rite de présentation de l'enfant dans nos cultures, avec ce que nous appelons la flatovie, n'est-ce pas? Ce rite, dans le rituel, on prononce les mots et les phrases qui vont déterminer la marche de cet enfant, de cette nouvelle âme incarnée sur cette terre. Et ce sont les mots qui sont prononcés sur la vie, qui sont les oracles. Et à des moments de la vie, des moments critiques de la vie, on demande toujours à l'enfant de revenir sur les premières paroles qui ont marqué sa naissance. Et ce sont ces paroles qui sont la boussole. Le Togo a été prédestiné la liberté, un peuple d'hommes libres. Et les défis de la liberté, ce sont ces mêmes défis de la liberté qui ont conduit Ivano Solompio et le premier gouvernement qui a représenté le jour, 2 ans, 9 mois, quelques jours, le jour du verset de Ésaïe 21, verset 12, qui a représenté le jour, c'est cette liberté que ce gouvernement a poursuivi à travers la résolution totale de la question de la monnaie. La souveraineté monétaire était l'une des politiques, le point important de la politique étrangère de ce gouvernement, parce qu'il n'y a pas de liberté sans la souveraineté. On ne peut pas produire de richesse. Vous travaillez, une autre personne vous paye. Les ressources sont attirées vers l'extérieur à travers des subterfuges insérés dans les contrats. Nous avons les accords. Tous les tests des accords signés en juillet 1963 par Minsky. Nous avons ces accords. Je vous assure qu'il y a certains de ces accords qui vous feront tomber des murs. Et donc, il est clair que ce n'est pas cet objectif que nous avons eu notre indépendance. Le pays a été dérouté. Et tout historien sérieux fait ce diagnostic. Et donc, au-delà de la liberté, qui signifie aussi
un peuple qui ne subit aucune autre influence, sinon sa propre influence. Au-delà de cette liberté, le Togo était considéré comme l'homme dans les paroles qui ont présidé à sa naissance. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes souverains aujourd'hui? Quels sont les attributs de la souveraineté dont le Togo peut faire prévalence aujourd'hui? Quels sont les attributs de cette souveraineté? Je laisse la question ouverte à tous les participants. Et si lorsque vous considérez les projets qui étaient ceux-là, les projets des pères de l'indépendance, ceux qui ont accouché du Togo, où sont ces projets aujourd'hui? Voici les questions que nous pouvons nous poser. La question, par exemple, de l'unité africaine. L'unité africaine, qui était l'un des chevaux de bataille de Sylvanus Olympio et des indépendantistes. Où est-elle passée l'unité africaine? Pour envoyer un courrier de Lomé à Abuja, il faut passer par des instances qui sont externes à l'Afrique. Des fois, des billets de Lomé à Paris, de Lomé à Bruxelles, nous coûtent plus cher que les billets de Lomé à Kinshasa, de Lomé à Bangui, de Lomé à Libreville. Le déplacement d'un État à un autre, les barrières se sont interposées. Parce que l'Afrique tout entière, le Togo compris, a été insérée dans un système de variables ou d'ajustement, de variables d'ajustement de l'économie et de la croissance de toute nation. Et c'est ça le défi que nous devons relever aujourd'hui. Et lorsque vous reprenez, et je retourne à mon verset pour terminer, le verset parle de conversion. Convertissez-vous et revenez. Mais la conversion ici ne s'impose pas aux dirigeants de ce pays, ne s'impose pas qu'aux dirigeants de ce pays. La conversion concerne tout le peuple togolais. Tout le peuple togolais. C'est-à-dire les habitants de ce pays. Les habitants de ce pays. Il sera important que nous revenions systématiquement, soit à des valeurs de citoyenneté. Il faut des valeurs de citoyenneté. Je pense que le son s'est coupé un peu. Alors, cher frère Foli Gada, est-ce que vous nous entendez? Donc, on a un petit souci au niveau donc, du son. Est-ce que le prophète Ésaïe nous entend? Oui, je vous entends très parfaitement. Très bien. Donc, je pense que le frère Foli Ekwegada est en train d'arriver vers la fin de sa parole. Donc, nous n'allons pas trop... un songe horrible de rester au pouvoir plus que ses prédécesseurs et ses successeurs. Et c'est justement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Voilà à peu près, il a été dit qu'en ce temps-là, un prophète viendrait et c'est ce prophète-là, c'est son école qu'il fallait apprendre pour échapper aux ruses ou aux pièges que Ablon nous tendrait. Et ce tableau, ce n'est rien, ce n'est que Dieu lui-même. Et ceux qui vont essayer de s'en passer de cette école voulue de Dieu pour son prophète connaîtront la mort. Et on a donné un grand avertissement au fils qui aura ce songe horrible concernant son mandat prolongé, que lui et toute sa classe politique et ceux qui le suivent connaîtront
la destruction, puisque tous ces plans dont il se rêverait pour être au pouvoir à long terme ne viendraient pas de lui, mais des Blancs, des Occidentaux. C'est ce que la prophétie a bien précisé. Donc, il a en même temps donné la solution aux politiciens, aux sociétés civiles. Il faut que tout le monde soit plus courageux. Que c'est ici l'apprentissage, c'est ici d'aller. C'est la période où nous devons, comment on l'appelle, cultiver la persévérance, le courage, et par là, nous aurons la victoire et notre nation sera née pour être cette nation pilote aux autres nations du monde. D'abord de l'Afrique et puis après du monde. Et c'est cela même qui constitue l'envie spirituelle que le Togo court. Et c'est cette envie qui constitue en quelque sorte cette attitude de ces institutions régionales, sous-régionales et internationales. Parce que le Togo, divinement, a été averti dans le tréfonds de ces dirigeants ou bien de ces responsables de toutes les institutions, que le Togo est effectivement l'ordre de l'humanité. Et tout ça émane toujours de Dieu à travers son nom d'Ablon là. Donc, je vais vous donner quelques remarques. L'autre fois, avant d'aller aux élections de 2020, avec son Excellence Feu Gabriel Mensah Ngbeyome, dont j'étais victime de sa victoire, j'ai été emprisonné pour sa victoire qui devait toutefois quand même régler ce problème que nous avons aujourd'hui. Si tout le monde avait accompagné Dieu dans cette déclaration qui m'a coûté ma prison ou bien qui m'a coûté mon arrestation, je pense qu'aujourd'hui, nous ne serons pas à ce stade. Donc, à cette élection de 2020, vous parlez d'Ablon toujours, que c'est lui et que les gens sont envieux que Dieu ait donné ce tort-là à un tout petit pays. Non, le Togo est un petit pays géographiquement vu, mais dans l'astral, dans le haut astral, le Togo est un grand pays. C'est une planète. Donc, ils étaient au nombre de 7. Et Agbéome occupait la 7e position. Avez-vous vu ça? Il a gagné les élections. Parce qu'il était à l'école, plus ou moins, pas totalement, il était à l'école, plus ou moins, de la prophétie. Ils étaient comme la prophétie de 1946 l'a confirmé. Il ne fallait pas suivre les autres, c'est-à-dire les démarches, la méthodologie de la politique des humains. Et quand Agbéome et Kodjo s'étaient séparés pour mener une autre politique, les gens ne le comprenaient pas. Rome n'a pas pu comprendre ce qui se passe. Le prélat, là, il a quelle inspiration pour ne pas répondre aux ordres établis par comment on l'appelle, les humains sur Terre. Son inspiration vient d'où? Et c'est tout ça qui a constitué son non-assistance, la non-assistance de ses frères. OK, j'en passe. Je veux seulement insister sur le chiffre 7. OK, l'autre fois seulement, pour voir que c'est Ablon qui est à la base. C'est Ablon qui est à la base. Ce n'est pas que Ablon est une mauvaise chose radicalement en soi, non. Ablon, c'est Dieu Tout-Puissant qui fait le bien et qui fait aussi le mal. Mais il a deux ordres en lui qu'il utilise. Lorsqu'il est dans son ordre du bien vers le mal, c'est à ce moment seulement qu'on lui donne ou bien on le qualifie de mal. Mais lorsque Ablon est dans son ordre du mal vers le bien, il s'appelle Christ, que nos vieux, nos aïeux appellent ça El Sebolisa Takokorabi Kitikata Yavamatiaba, Dieu le soleil, Dieu Agoudédé. Donc c'est le Christ qu'on appelle Dieu le soleil. Maintenant,
l'homme blanc, depuis, quand il a pris à blanc dans l'ordre du bien vers le mal, dans son tréfonds, et l'a développé par, bien sûr, la volonté de Dieu lui-même, d'Ablon lui-même, il a pigé le côté bien et a laissé le côté mal sur nous, les Africains. Et sur ce, quand nous, les Africains, nous prononçons, par exemple, El Segoli s'attaque au Korabi, Kitikata. Donc, ce que l'homme blanc a pu repêcher pour aller étudier chez lui, on leur a inculqué dans leur idée, dans leur savoir, de revenir dire que ces genres de prononciation, ces genres de paroles, ces genres de mots attribués au Dieu qu'eux, ils ont ramené comme étant Dieu positif, nous sommes dans le détour, nous sommes dans la malédiction. Donc, vous voyez, c'est de là même l'éveil de la conscience. Il faut que nous rentrions dans notre souveraineté linguistique, qu'on réexplique d'abord aux Togolais que le Christ, que un livre physique comporte et qu'on vient vous exposer pour vous faire affaire d'esprit ou de religion, comment il s'appelle dans votre dialecte? Il faut que nous arrachions d'abord cette souveraineté linguistique. Mais si nous voulons arracher quelque chose à quelqu'un et que nous sommes obligés de l'exprimer, d'exprimer la chose dans le langage de cette personne, nous sommes toujours sous ça, comment on l'appelle, sous ça. Nous sommes toujours emprisonnés par lui, nous sommes toujours sous son emprise. Donc, un grand travail nous attend. C'est justement ce pourquoi j'ai vu tout de suite la réaction de son excellent monsieur le ministre Kofi Nyam. C'est vrai, quand tu as tout fait, tu as tout donné et que on se voit arrêter à ce stade et à cet âge, on n'a que à déplorer et à avancer de telles choses. Alors que M. Kofi Nyam n'est pas un homme violent, c'est quelqu'un d'humour. Il utilise souvent ces mots pour nous faire de l'humour. Ceux qui ne le comprendraient pas vont le juger autrement. Non, il ne nous souhaite pas, par ce qu'il a dit ce matin, c'est-à-dire cette nuit, ici sur ce plateau ou dans cette plateforme, que nous, notre rencontre aujourd'hui ici, consiste à faire débarquer ou à faire balancer le pays dans le sang. Non, nous tous qui sommes dans cette plateforme ici, c'est nous qui prônons la paix, le dialogue. Ce n'est pas, nous ne voulons pas la négociation, nous ne voulons rien négocier. Nous, on veut aller au dialogue. Donc, les 26 dialogues là, qui étaient passés entre-temps avec les Agouivois et autres, c'était des négociations. On ne veut rien négocier, on veut se voir face à face pour dire la vérité. Comme on m'a arrêté, on m'a amené à Skrik là-bas, mais j'étais avec le capitaine, le commandant, on s'est affronté face à face avec le juge, le doyen des juges. M. Adjoli, il m'appelait RPTZ. C'est le surnom là qu'il m'a donné finalement. Il me dit que je suis RPTZ. Parce qu'il a vu que je prononçais dans mes déclarations LZD. Et après, on a ri, non? Paix à son âme. Et que Dieu... Prophète Esaïe. Oui. Prophète Esaïe, sincèrement, oui, vous nous avez apporté beaucoup de thèmes dans votre intervention. J'ai relevé pas mal de thèmes très importants sur lesquels on reviendra. De toute façon, on vous redonnera la parole. J'aimerais juste relever ces thèmes. Vous avez parlé du fait qu'il faut que nous récupérons nos langues d'origine dans oui, lesquelles nous devons nous exprimer pour ne plus être sous l'emprise de ceux qui, en fait, nous mettent des mots différents dans la bouche et ces mots agissent malheureusement contre notre évolution. Exact. Puisque la Bible a dit chez les chrétiens que les lettres tuent, mais l'esprit vivifie. Que toute écriture est inspirée, que toute écriture est inspirée de l'esprit. Tout à fait. Donc, ça veut dire que à la longue, si nous voulons une réelle souveraineté, il va falloir récupérer notre souveraineté linguistique, notre souveraineté de langue, de transmission de
avoir de communication administrative et de communication avec le reste du monde qui nous permettra de garder notre souche, notre originalité et notre, comment dire, essence, afin de ne pas être influencé par les mots que d'autres vont fabriquer pour nous dans leur langue. Et ça, vraiment, c'est très, très important. Et je voulais juste ajouter, si tu le permets, ça rejoint ce côté de changement de conscience que tu avais dit et qui a été aussi déjà précisé d'avance par le professeur Foli Gada. C'est-à-dire que il y a un politicien que j'ai écouté cet après-midi qui disait que le problème des Togolais, ce n'est pas le problème de régime. Parce que des gens peuvent être dans un régime dictatorial et quand même se développer. D'autres peuvent être dans un régime de royaume et connaître le développement. Mais nous, quel que soit le régime, à partir du moment où la volonté des hommes qui guident ce régime ne va pas vers l'épanouissement de l'homme, ou bien le respect de la population, ou bien le bien-être de la population, quel que soit le régime, eh bien, on ne connaît pas de développement. Donc, du coup, c'est un problème d'homme, c'est-à-dire de mentalité. Qu'est-ce qui anime ces gens qui se disent dirigeants ou bien qui guident la vie de la population? Est-ce que c'est pour des intérêts inavoués ou bien des intérêts extérieurs ou bien des intérêts personnels, mais ce n'est rien à voir avec l'intérêt d'un peuple, la survie d'un peuple, la réussite du peuple, ni l'épanouissement du peuple. Donc, pour lui, ça revient encore à ce problème d'être humain, de ce qui anime, de la vision que l'homme porte en lui avant de se dire diriger ou bien conduire la vie publique d'un pays, ou bien ceux qui travaillent avec cette personne qui est en haut, tout en haut de la hiérarchie politique. Est-ce que ces gens-là portent la vision qui est animée par la population pour pouvoir représenter valablement cette population? Donc, pour toi, est-ce que c'est vrai cette analyse? Non, oui, tout ce que vous avez dit, c'est vrai, mais moi, mon problème ici, c'est que le message qui m'a été octroyé ou bien donné par le divin est de commencer par insuffler cette connaissance qui les, comment on l'appelle, qui les responsabilise devant le Créateur, comme quoi ils sont porteurs victimaire de ce qu'il m'a dévoilé. Donc, j'étais sur la voie d'arriver à peu près à ce que vous venez de conclure quand je faisais allusion à ce chiffre 7 et concernant les élections de 2020 qu'a participé à Guillaume Kodio le président. Donc, aujourd'hui, l'autre fois, quand cette affaire de anti-constitutionnalité-là est arrivée, qu'est-ce que le peuple togolais, dans son nom, éveil de conscience, dans son nom, réveil, où l'humanité tout entière n'a pas su voir lorsque la commission de la CEDEAO là était venue au Togo? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Mais comme je suis celui que le Seigneur a missionné, a chargé, je ne peux pas vous donner ce devoir-là à chercher du matin au soir. Mais vous verrez également que cette commission de CEDEAO a été est arrivée au Togo avec le chiffre 7. C'est 7 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui ont constitué cette délégation, qui ont annoncé quelque chose. En premier lieu, et après ils ont dit non, ce n'est qu'une affaire d'information. Mais avez-vous lu, puisque nous devons aller aussi nous devons emprunter plusieurs sciences, nous devons pénétrer plusieurs connaissances pour en faire une connaissance qui puisse nous donner la vie, la liberté, la paix. Le chiffre 7 a été encore annoncé par la CEDEAO. Et l'autre fois, tout de suite après la première constitution,
nous avions appris encore de ce chiffre 7. 7 ans. OK. Et quand après, on a retourné le test, on a vu que c'est le chiffre 4 qui est revenu. Est-ce que les Togolais sont éveillés? Non. Les Togolais ne sont pas éveillés. L'humanité est éveillée, puisqu'on dit l'esprit à blanc, c'est cet esprit Dieu qui révèle les 7 têtes assis sur les 4 pieds. Donc, quand les 7 têtes n'ont pas pu gagner l'autre fois, ils ont ramené ça sur les pieds. Et quand ils ont ramené ça sur les pieds avec les 4. Prophète Esaïe, oui. Est-ce que maintenant, en conclusion, qu'est-ce que vous proposez au peuple togolais qui nous écoute, aux politiciens qui nous écoutent et aux intellectuels qui nous écoutent pour pouvoir sortir de cette crise? Qu'est-ce que vous nous proposez en conclusion? Ok, vous me permettez, c'est long et c'est beaucoup. Vous voyez cette vieille presse ici? Cette vieille presse, c'est un hebdomadaire. L'image est tournée dans le sens latéral. Il faut remettre le téléphone droit. Je pense que... Oui, vous voyez, il y a un journal où le petit mot d'éveil est « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Et le journal s'appelle Top Info. Donc, j'avais fait une sortie spéciale. Première année, c'est le tour numéro 1 du 30 octobre 2008.